Et son initiative à maintenant. Et oui, Ça va te faire plaisir parce que j'ai noté pour le débat maintenant, donc, le débat sur le pouvoir d'achat. Hein. Ah, Sheldon Masra, qu'on applaudit. Pour les jeunes verts, étudiants en sciences de l'environnement de l'habitation. Nolan, les verts, voilà. Bienvenue à Nolan. Et jeunesse du centre. Non, c'est le centre. C'est le centre. C'est le centre, hein, Ouais. c'est juste. Avocat stagiaire, c'est juste aussi. Oui, Voilà. c'est juste. Nathan. Oui. Donc Jacques, je te laisse venir également. Donc jeune vert libéraux. Alors, Tito Robert n'a pas pu venir, c'est Raphaël Gunier, qui était déjà présent à Montréal, qui prend sa place, on l'applaudit. Et pour l'U2C, Gwendoline Bourgman, Gwendoline, je te laisse venir, on l'applaudit également. C'est un peu déstabilisant pour moi parce que j'avais Sheldon et Nathan hier soir sur le plateau du journal. Voilà, pour ne pas trahir de secret. Donc on se retrouve dans un autre endroit ce soir. On va parler pouvoir d'achat alors. Pouvoir d'achat, voilà, donc, bien entendu, on va en parler normalement. C'est le thème numéro 1 de la campagne. Hein. J'ai compilé un petit peu ce qu'ont fait les médias romans. C'est vraiment le thème numéro 1, donc il n'y a pas d'équivalent. Donc le pouvoir d'achat ou la baisse du pouvoir d'achat plutôt, hein, hausse des primes d'assurance maladie, progression de nos factures d'électricité. Vous avez tous reçu la douloureuse, tout augmente. Le petit café qu'on boit le matin sur la place centrale à Martigny ou au bourg, ici aussi, hein, on va jusqu'à payer 4 francs une tasse de café. La question qu'on va vous poser, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour vous donner du pouvoir d'achat aux citoyens consommateurs que nous sommes tous hein, dans cette salle. Il y a des étudiants, il y a des stagiaires autour de la table. J'aimerais commencer par faire un petit tour de table. Est-ce que vous, en tant que jeune, vous ressentez au quotidien cette baisse du pouvoir d'achat ou ces difficultés peut-être à finir les fins de mois? On commence par toi, Émile. alors j'ai pas envie de parler de. Dans ton entourage, les gens. J'ai pas envie de parler de moi, mais je vais revenir avec mon initiative. Ça... Mais attends, on en parle après. Non, mais justement, je suis allé récolter cette initiative et le nombre de personnes qui m'ont dit ben oui, maintenant on peut plus, on a de la peine à finir les fins de mois alors qu'avant c'était facile, c'est terrifiant. C'est terrifiant dans un des pays les plus riches du monde d'entendre ça et de beaucoup de profils différents. Il y avait des étudiants, il y avait des personnes à la retraite, etc. C'était dur à entendre ce discours. Et ça va toucher, si on continue comme ça, de plus en plus de monde. Sheldon, comment ça se passe? Sans rentrer dans des considérations trop personnelles, hein, mais comment ça se passe? Non, alors chez les étudiantes et étudiants, on voit quand même que c'est beaucoup plus difficile. Enfin, le prix, par exemple, des biens alimentaires ou bien le Toi, prix les sciences de l'environnement, dans quelle uni? à Zurich. Alors, à Zurich, j'imagine que C'est extrêmement cher. c'est encore plus cher. Hein. Et, vraiment, les prix sont très élevés. Enfin, pour les loyers, il y a plein de gens qui ne trouvent pas de logement aussi. Il y a un manque de logements étudiants et les prix, vraiment, aussi dans la Mensa, ils ont augmenté les prix. Et il y a de plus en plus d'étudiants qui luttent pour ça. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on s'engage pour plus d'accès aux bourses d'études, par exemple, parce que C'est compliqué d'en avoir une. Hein. oui, Et puis, très bon, compliqué, bah, c'est assez la charge complexe. administrative est élevée, etc. Tu veux dire, quand on est étudiant comme ça, on a un job, deux jobs. Beaucoup, enfin, oui, beaucoup. Moi, j'ai la chance de toucher une bourse d'études, donc j'ai pas de job. Étudier à 100%, mais je pense que 95% de mes amis ont un job étudiant. Nolan, avocat stagiaire à Colombie-Murat, ça gagne plus ou moins bien sa vie ou pas. Je sais pas. Bon, alors moi, je suis déjà pas à Colombie-Murat, je suis à Sion. Moi, j'ai Colombie-Murat sur ma fiche. Donc Oui, oui. Non, mais bon, je pense que de toute façon, les salaires ne sont pas vraiment différents. En Valais, ça change rien. on n'est pas payé 2200, on reste stagiaire en formation. Donc, je suis aussi, ou j'ai été étudiant à l'Uni, et j'ai pu remarquer que c'était déjà difficile à l'époque. On était obligé de travailler à côté, avec des salaires qui n'étaient pas non plus mirobolants. Donc, c'est clair qu'on ressent assez vite la pression, j'imagine, maintenant, quand les prix dans tous les domaines augmentent. Nathan, toi, tu es dans la vie active. Exactement, oui, j'ai C'est fait un juste. apprentissage. Cette chance, je peux dire que ça a de chance parce qu'il y a
il y a quand même 70% des jeunes en Suisse qui vont, enfin surtout en Valais. Ouais, quand on de Genève, c'est le monde là, il y a 30% d'apprentis, 70% de... Exactement, ouais, c'est le paradoxe. Je suis pas sûr que Genève va très bien. Non, apparemment pas. C'est mon avis, ça. Donc j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir faire un apprentissage et maintenant, en regardant avec les autres options que j'aurais pu prendre, j'en suis très ravi. Et je pense qu'il faut vraiment communiquer dessus. Ils ont quand même relativement une mauvaise image, alors que, en tout cas, au niveau des chiffres, c'est une des meilleures manières d'apprendre un métier, ou même des connaissances d'une manière plus large. Sur le pouvoir d'achat. Oui, le pouvoir d'achat, bien sûr. Et donc, j'ai pas eu cette certaine précarité pour les études, mais c'est sûr que avec un apprentissage, on peut après faire des études, ce que j'ai prévu de faire, donc elle va certainement arriver. Mais j'aimerais également parler des crédits étudiants, parce que j'ai l'impression qu'on en parle énormément en Amérique, mais en Suisse aussi, c'est possible de faire des crédits étudiants. Donc c'est un emprunt qu'on fait dans une banque et puis on rembourse quand on a fini ses études. Exactement, oui. On parle de ça, j'imagine. Ouais. Donc pour se détacher d'une certaine précarité, on fait un crédit et après on arrive dans une autre précarité. On n'arrive pas à finir ses études ou aux aides de la vie. Donc il faut vraiment penser à tous les cursus et à tout ça. Raphaël, ton avis, pas prendre le moment aussi à Gwendoline. Alors, sur la précarité étudiante, moi, j'ai pas tout de suite commencé mes études. J'ai essayé de me lancer dans le sport en tant que professionnel pendant 6 mois. Je n'avais pas très bien veillé. Donc, du coup, après, j'ai essayé de. J'ai fait un petit virage agent de sécurité. Alors, quel sport, à quel niveau, vas-y. C'était du grappling et du jiu-jitsu brésilien. Du grappling. Grappling. Alors, oui, c'est un sport qui n'est pas très. Vous savez tous ce que c'est? Moi, je sais pas. C'est un sport de lutte où le but c'est de mettre la personne au sol et on continue le combat au sol comme. C'est la lutte gréco-romaine, on continue au sol jusqu'à la soumission de l'autre ou l'étranglement. Moi, tu le fais pas mal. S'il ne veut pas abandonner, ça casse. Tu peux le faire, ouais. Ça n'a pas marché, on a compris. Après la suite. Donc ça n'a pas marché, je continue à en faire un peu, mais ça ne paye pas très bien. Ensuite, j'ai fait agent de sécurité où je n'étais pas très bien payé non plus, et du coup, j'ai repris mes études et j'ai malheureusement pas eu droit à de bourse. Donc, sécurité étudiante, oui. Tu connais. Je connais bien. D'accord. Et puis ça ira mieux le jour où tu seras prof. J'espère. Tu peux te provoquer un peu comme ça. Normalement. C'est amical. Oui. Ouais. Normalement, ça devrait aller vachement mieux. D'accord. Non, mais pas embête pas. Gwendoline, assistante dentaire à Nanda, comment ça se passe au quotidien? Alors, quand on vaut dans l'année, Vie à Nanda. voilà, Ouais. voilà, je vis à Nanda. Ouais. Donc, moi, je suis dans la vie active. Je travaille, j'ai un salaire tous les mois, je vais le matin pour travailler. J'ai constaté aussi autour de la table qu'on parle beaucoup des étudiants et des stagiaires, mais on parle aussi pas forcément des apprentis qui ont fini leur CFC. Ça, on voit aussi que ces gens-là, ils veulent aussi s'émanciper plus rapidement du foyer familial et ils n'ont pas forcément le salaire qui est derrière, ou leurs parents qui n'aident pas forcément. Il faudrait faire aussi quelque chose pour ces personnes. Donc revaloriser les salaires des plus jeunes qui débutent dans la vie active. Pas forcément, mais trouver des solutions aussi auprès des entreprises. Parce qu'il y a beaucoup des entreprises qui ne veulent pas engager les jeunes parce qu'ils manquent d'expérience. Si je reviens à la question de la revalorisation des salaires, c'est pas très libéral radical, ça, je crois. Et effectivement. C'est pas top. Hein. Mais avant de parler de bourse d'études, effectivement, en Valais, on est très très mal desservi au niveau des bourses. Je crois qu'on a 12 000 francs de bourse actuellement. Et si on a un job à côté. Mais c'est quoi, c'est un max, ça, 12 000 francs? C'est 12 000 francs maximum, 12 500 peut-être. Et si on a un job à côté, les 600 premiers francs sont prélevés par la bourse. Donc du coup, le but, c'est quand même de, si on a un job à côté, de pas terminer, pas se faire enlever l'argent pour lequel on a travaillé. Donc si on a un job, avoir la bourse, plus l'argent du travail. Ok, d'accord. Allons-y, maintenant, moi j'aimerais vous entendre sur vos solutions. Alors, des solutions, moi j'en ai listé quelques-unes, ça va te faire plaisir et mythe. Donc la première, c'était augmenter les salaires via notamment cette initiative pour un salaire minimum de 22 francs de l'heure. Une autre solution, ça peut être taxer les gros revenus, les très gros revenus, et puis distribuer tout l'argent à ceux qui en ont le plus besoin. Ça va plaire énormément à la droite, peut-être moins. Et puis il y a une catégorie de population, j'aimerais qu'on en parle aussi, qui vit passablement dans la précarité. Ça a l'air d'échapper à nos politiciens, mais c'est nos aînés, c'est les retraités, voilà, qui ont souvent de la peine. On parle d'une 14e rente AVS, on parle d'augmenter... pardon, une 13e, c'est déjà pas mal. J'étais déjà à la 14e. J'ai écrit 14e en plus. Tout à fait. On peut aussi imaginer augmenter les rentes tout simplement, sans parler
de 13e rang. Émile, ta solution à toi, c'est les salaires, mais ça peut être autre chose. Hein. Bon. Vas-y. Moi, je pense que vous avez exposé, vous avez fait les questions-réponses. On Hein. s'arrêter. Non, non. Alors, on a au niveau cantonal, on fait cette initiative populaire pour un salaire minimum. Ouais. Au niveau suisse, on l'avait lancé en 2018. On a l'initiative populaire pour le revenu des primes maladie plafonné pour plafonner les primes maladie à 10% du revenu. Et on a cette initiative pour la 13e rente AVS. Ces trois solutions qui sont sur la table et qui sont des solutions concrètes. Ok. Par exemple, si on parle de salaire minimum, est-ce qu'on Alors, pourra savoir? par rapport au salaire minimum, je crois que ça fait 4000 francs de salaire minimum. Et c'est absolument absurde. Ouais. Dans le sens où il faut savoir que moi j'ai fait l'école de culture générale. Si on fait l'école de culture générale et ensuite, du coup, on doit faire la maturité, plus 3 ans d'études, et après on arrive dans les 4300, 4400 francs de salaire. Donc on fait 7 ans d'études pour 400 francs de salaire en plus. Moi, je suis pas prêt à me farcir 7 ans d'études pour 400 francs de salaire en plus. Et beaucoup de gens feront pareil. Et c'est en plus, l'école de culture générale, c'est ce qui va former des infirmiers. Et donc, du coup, ben, il y aura juste des gens qui vont prendre des jobs plus précaires parce que de toute façon, ils auront leurs 4000 francs. Ils vont plus faire leurs 7 ans d'études parce que 7 ans d'études, c'est quand même beaucoup pour que 400 francs par mois en plus. Et on aura encore moins d'infirmiers. L'école de culture générale, ça forme les infirmiers, les assistants sociaux, etc. Nolan, Sheldon, sur cette idée de salaire minimum qui s'appliquerait pas dans l'agriculture, apparemment. Je crois que ça serait C'est un plus salaire bas. minimum, une dérogation Il est à à 18 18, francs. hein, je crois. Bon, nous déjà juste sur l'initiative, Oh, vous êtes ensemble sur on l'initiative. associe on récolte aussi, Ouais. donc pour nous c'est une évidence qu'il faut ce salaire minimum. Mais je pense qu'il y a une première étape avant, ce serait déjà d'indexer les salaires et de rendre cette indexation automatique parce que on voit Au depuis coût de la vie, à l'inflation. exactement, oui, parce que depuis 2021, si on observe des salaires réels, donc c'est-à-dire combien d'argent les personnes se retrouvent à la fin du mois de dépenser, ben, ce salaire réel a diminué de quelques pourcents, de 2 à 3%. Et donc si on n'indexe pas les salaires, déjà, on a une baisse du pouvoir d'achat. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de garantir un salaire minimum. Non, mais et le débat n'est pas là, c'est clair qu'il faut tout revaloriser. Mais actuellement, il y a 8% de la population suisse qui travaille à 100%, qui ne gagne pas ces 4000 francs et qui n'arrive pas à finir en fin de mois. Il y a un réel problème et on ne peut pas dire « Ah oui, mais j'ai fait 7 ans d'études, je gagne que 400 francs en plus. » Non, ce n'est pas un argument valable. Mais les gens qui feraient 7 ans d'études en plus pour que 400 francs, C'est pas normal. eh ben, monsieur. à ce moment-là, ils ne vont pas vouloir faire ces 7 ans d'études. 7 ans, c'est énorme. Et donc, du coup, ils les feront juste pas par oisiveté ou juste par confort pour pouvoir avoir leurs 4000 francs de salaire minimum. Ça tombe bien, il y a trop de gens qui font des études en Suisse aujourd'hui. Ouais, bah alors, tant mieux. Alors, à ce moment-là, autant plus avoir de gens qui font des écoles d'infirmières. Le CG forme des infirmiers. Donc, on a un problème avec Non, pas uniquement. Pas uniquement. Enfin, on parle de ces donc, 22 francs minimum. Alors, l'initiative, bon, c'est très bien, mais la question, c'est aussi comment on va financer ces 2000. Enfin, je ne sais plus à combien tu as calculé ça par mois, mais maintenant c'est 29 francs, ouais, 4000 francs bruts. Il y avait une autre initiative, je crois, en Valais à l'époque, on parlait de 3005 minimum. Bon, ben voilà, ça Ça a change. été refusé. Ça a été refusé. Ouais, exactement. Après, la question, c'est bien joli, mais comment on finance ça? Parce que pour payer de tels salaires, il faut aussi des entreprises qui peuvent tourner. Alors, je veux bien que, par exemple, la Migros, je crois qu'ils ont accepté. Hein. Ils ont même, après négociation avec Unia, mis un salaire de minimum 4200 francs, sauf erreur, pour les 100%. Donc là, peut-être ça peut se faire parce qu'on a une entreprise solide, Une grosse des boîte. PME, et c'est pas forcément le même traitement à leur réserver. Émile, il y a la théorie puis il y a la pratique. C'est vrai que des petits patrons, on va demander à des petits patrons de faire un effort, ne serait-ce que de 100 ou 200 francs à la fin du mois pour leurs employés. C'est impossible. Non. On fait comment dans ces cas-là? Alors, mais c'est grâce à cette initiative, ça va stopper une concurrence déloyale de patrons qui sous-payent, des entreprises étrangères qui sous-payent leurs employés. C'est 22 francs pour toute personne qui travaille. Non, mais là, tu ne réponds pas à ma question. Le patron, aujourd'hui, il ne sous-paye pas ses employés, mais il n'arrive pas à ses Bah, il fait comment? ils pourront. Il y aura vu que les gens seront mieux payés, le pouvoir d'achat va globalement augmenter
Donc on va aller acheter des biens chez ce patron-là, Oui. qui pourra redistribuer à Le ses problème de la employés. baisse du pouvoir d'achat, c'est que les gens ne vont plus au restaurant, ils ne peuvent plus consommer. Et donc, si on redonne un minimum de pouvoir d'achat, ça va pouvoir aller mieux. Et évidemment, et ça, c'est un peu le patron, s'ils acceptent des chantiers à 60 000 francs et que ça se voit toujours à la baisse, etc., et qu'après, ils n'arrivent pas à payer leurs employés, c'est un vrai problème. C'est la preuve que le libre marché ne fonctionne pas. C'est un peu oui, non, mais c'est vrai, je suis sûr. Enfin, Comment on finance tout ça? C'est vrai que c'est une vraie question, parce que dans ton voisin... c'est une question qui est d'ailleurs revenue dans les cantons. On a déjà instauré un salaire minimum. Et puis on voit que dans ces cantons-là, finalement, les PME elles peuvent très bien se permettre de payer des salaires à 22 ou 23 francs de l'heure, comme c'est le cas à Genève. Et puis pour l'instant, on n'a pas eu de. Il y a peut-être une ou deux petites exceptions, mais on n'a pas eu de cas où vraiment on retrouve des PME en souci à cause de ça. Enfin, il faut aussi pas oublier que les salaires ils sont déjà assez élevés en Suisse, mais qu'on parle vraiment de cas de précarité où on n'atteint pas ces 22 francs qui permettent de vivre dignement. Donc c'est vraiment important d'atteindre déjà ce niveau de 22 francs de l'heure. Et puis aussi, comme il a dit, de lutter contre le dumping salarial. Après, il y a le cas des Valais, qui n'est pas forcément celui des autres cantons suisses aussi, il y a des exceptions. Je donne la parole après, juste on va entendre Nathan, parce qu'il n'a pas beaucoup parlé, puis Gwendoline. Oui. Donc, salaire minimum, revalorisation des salaires existants, on les indexe par rapport à l'inflation, puis la question là derrière, c'est comment on les finance. Exactement, ce qu'on voit sur tous les débats, mais également ici, c'est très intéressant, est-ce que les Verts libéraux arrivent à se détacher, c'est qu'il y a vraiment ce clivage gauche-droite qui ne se parle plus et qui ne veut pas... C'est tous les Verts libéraux, c'est du centre. Bah, en fait, on est du Centre droit à peu près. Peut-être Assez droit quand même. Oui, du centre. Juste. Là, vous êtes... Et on est également aussi très fort pour une certaine communication, de communication avec les employés, avec les employeurs, et de ne pas imposer notre manière de penser, comme vous pouvez le faire à la gauche exactement. Et donc, nous sommes bien sûr contre vos deux propositions qui ont été proposées, mais on est plutôt d'accord de laisser les CCT, donc vraiment de répartir un salaire par corps de métier et pas d'imposer un global à tout le monde. Et de garder une discussion avec les employés et les employeurs et ne pas imposer cette manière de penser. On laisse juste parler Gwendoline. Oui, non, un salaire minimum, et si oui, comment on les finance? Donc moi, je ne suis pas d'accord parce que dans certains domaines, même le patron, il ne peut pas se permettre d'avoir 22 francs de l'heure. Donc si on instaure ça, lui, il va devoir payer 22 francs, plus ses employés, il ne va pas réussir à tourner dans son entreprise, et puis il va devoir fermer aussi. Et puis il faut aussi pas oublier que si dans le système économique, la Suisse, elle perdrait en attractivité, puis l'immigration, elle exploserait, puisque tout le monde voudra venir en Suisse pour travailler, comme instaurer un salaire comme ça. Et là, on revient au premier débat. Exactement. Voilà. Donc, il faut extrêmement prêt. Moi, c'était juste pour. Il y a eu l'exemple de Genève qui est arrivé. Et bon, Genève, déjà, ils ont mis, je crois, 24 francs de l'heure. Et il y a quand même beaucoup de patrons qui ne peuvent du coup plus embaucher, surtout pour des jobs étudiants. Et c'est fait malheureusement à Genève une augmentation des jeunes à l'aide sociale. Donc, ça, c'est les conséquences directes de ne pas vouloir utiliser les conventions collectives de travail qui ont toujours fonctionné en Suisse et de vouloir mettre un salaire à un certain chiffre de l'heure. Et c'est pour ça que là, je rejoins mes deux compatriotes sur le fait qu'il faut utiliser les conventions collectives de travail et si vous voulez faire avancer les choses, faites-le par les conventions collectives de travail, tout simplement. Il y a Genève, il y a Neuchâtel aussi. Dans ces cantons, on a remarqué que parfois les patrons baissaient les temps de travail de leurs employés. Pour arriver à ce salaire, mais finalement, on leur donnait le même argent qu'avant, puisque les temps de travail diminuent. Émilie, je voulais prendre la parole. Oui, alors déjà, les CCT, elles couvrent uniquement 50% des salariés. Donc il y a 50% des salariés qui ne sont pas touchés par les CCT, parce qu'il n'y a pas une organisation. Et pour plaire à l'UDC, c'est souvent des emplois qui sont plutôt étrangers, qui n'ont pas forcément cette tradition syndicale, ce qui n'est pas le cas notamment de la maçonnerie. Et revenons au fondamental. Il y a 8% de personnes qui ne gagnent pas ces 4 000 francs et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Il est là le souci. Et c'est ça qu'on doit vraiment leur apporter une solution. Et c'est une solution concrète. Et il faudra trouver des façons pour que ces personnes arrivent à finir leur fin de mois. Je crois qu'il faut qu'on est tous d'accord pour dire que les salaires ne sont pas assez hauts en Valais ou en Suisse. Nathan. Oui, exactement. Alors, vous avez remarqué que dans une certaine partie de la population, ils ne gagnaient pas assez. On ne pourra pas travailler et regarder concrètement ce qui ne marche pas et pas imposer de manière à tout le monde. Parce que là, ce que vous faites, c'est vous imposer à tout le monde vos règles,
pour qu'une minorité aille mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je vois pas, tout le monde, on impose nos règles pour qu'une Pas de minorité. politique de l'arrosoir, c'est ça que Exactement, oui, mais c'est On pas appelle l'arrosoir. C'est pas une politique de l'arrosoir, c'est qu'on donne à ceux qui n'ont pas assez. La plupart des. Il y a quand même 92% des travailleurs qui gagnent plus que ça, donc ils ne vont pas être concernés par ça. Donc je comprends pas tellement où vous voulez en venir. Mais donc, vous parlez d'une certaine minorité qui n'arrive pas encore à vivre, mais après, il y a tout ce qui est les jobs étudiants qui vont être impactés par ça. Oui. Donc après, ils auront beaucoup moins d'emplois. Si je ne me trompe pas, il y a déjà dans cette initiative une exception pour les stages et les jobs étudiants, hein. Donc ça ne concernera pas forcément les jobs étudiants. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que, en instaurant un salaire minimum, on peut aussi réduire d'un autre côté le besoin en prestations sociales. Donc, si les gens ils ont un salaire suffisant pour vivre dignement, ils recourent aussi moins en prestations sociales. Donc ça, on donne plus d'un côté, et puis de l'autre, on n'a pas besoin de donner. Donc c'est aussi gagnant de ce côté-là. Ben, c'est un non-sens, ce que tu dis, dans le sens où tu dis il y a les prestations sociales, on paye beaucoup, mais si on augmente le salaire, donc là, on paye beaucoup, on augmente le salaire, on paye moins de prestations sociales, mais au final, ben, on paye autant. Ça va juste faire l'arrosoir un peu partout, et puis c'est un non-sens. Parce que si on gagne plus, on est taxé plus aussi. On est taxé plus, et puis si on a moins de prestations sociales, donc oui, on en paye moins, mais ben, on paye plus au niveau des salaires, donc du coup, c'est kiff-kiff. Fondamentalement, je pense que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure. On n'est pas contre le fait que voilà, un salaire décent doit être donné à quiconque travaille. Ça, je pense que en principe, on est tous d'accord. Le problème de l'initiative, c'est que c'est peut-être même pas forcément son aspect arrosoir, mais c'est qu'elle va garantir un droit à quelque chose qui devrait être différencié, pas simplement appliquer le management. Comme tu l'as dit avant tout à l'heure, Nathan, je pense qu'il y a certaines branches, par exemple que Nestlé ou la Migros ou je ne sais quelle autre multinationale puisse proposer, ou même si on le lui impose, ça n'en sait rien, ce type de salaire. Bon d'accord, mais à partir du moment où c'est d'autres branches avec des PME, des acteurs plus petits, peut-être parfois des micro-entreprises qui ne pourront pas forcément se le permettre, avec les parades, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc par exemple baisser le taux de travail, ce genre de choses, ça fait qu'on tire à côté de la cible complètement. Donc on est tous d'accord que le libre marché ne fonctionne pas. S'il y a des patrons qui n'arrivent pas à payer 23 francs à l'employé, c'est que le libre marché ne fonctionne pas. On est tous d'accord avec ce constat. C'est pas une question qui ne fonctionne pas. Bah, c'est quoi? Si on n'arrive pas à payer dignement les gens, s'il y a des patrons qui n'arrivent pas à payer dignement les gens, c'est quoi le constat? C'est le libre marché ne fonctionne pas, ou vous avez un autre constat, vous avez une autre idée? Alors, si. Pour moi, c'est absurde. Mais on tombe dans l'absurde parce que déjà, on parle d'inflation. Il faut déjà savoir que l'inflation en Suisse, oui, on peut agir sur l'inflation, mais il y a des facteurs externes. Typiquement, la guerre en Ukraine, on a eu une inflation à cause de la guerre en Ukraine. Moi, je suis élu, je me vois mal aller dire à Vladimir Poutine, ouais, t'arriverais pas à arrêter de faire la guerre en Ukraine parce que ça fait une inflation et puis les Suisses ils touchent moins. Donc l'inflation, elle a quand même plusieurs causes qui sont des causes sur lesquelles on n'a pas forcément déjà on ne peut pas forcément faire grand chose, et les endroits où on peut faire le truc, c'est typiquement baisser tout ce qui est au niveau des taxes radio-télé, on peut les baisser à 200 francs. Et oui, là, on commence à parler de vraies choses, de vraies initiatives qui fonctionnent. mal, là. Pas toi spécialement. Mais bon, continuons. Et après, c'est vrai que tout, effectivement, il y a l'électricité qui m'a coûté trop cher. Il y a des problèmes, comme on va en parler, j'imagine, plus tard, que les retraités ne touchent pas assez, parce que le premier pilier, son job, c'était assurer le minimum vital. Mais comment ça se fait que des retraités qui touchent que le premier pilier soient à l'aide sociale? Ça veut dire que le premier pilier fait plus son job. Donc à ce moment-là, on est d'accord qu'il y a un problème au niveau de tout ce qui est ABS. Le deuxième pilier, c'était maintenir le niveau de vie. Il assure le minimum vital. Le troisième pilier, c'était pouvoir se permettre de faire des vacances. Et au final, il maintient le niveau de vie. Donc là, on voit qu'il y a un problème au niveau de l'AVS, c'est que nos aînés ne touchent pas suffisamment quand ils sont à la retraite. Donc il faut forcément faire une réforme des retraites. Là, j'imagine que tout le monde sera d'accord, mais jamais comment on la fera. Et il y a aussi, évidemment, les primes d'assurance maladie.
Mais toutes ces choses, on peut faire des débats de 1 heure sur Et absolument. on n'aura pas la solution ce soir. Et on n'aura jamais la solution. Pourquoi Parce que les solutions sont toujours de toute façon plurielles et personne n'a la science infuse. Les solutions sont plurielles et il faut se mettre. Mais je crois qu'on vous a bien compris, on peut agir sur les salaires et en même temps essayer de diminuer le montant que l'on consacre à nos primes d'assurance maladie et agir sur les rangs de la veste. C'est clair qu'on peut agir sur plein de choses. Je pense que ce débat-là, on va passer à l'étape suivante peut-être, hein, parce qu'on va tourner un petit peu en rond. Sheldon, tu voulais prendre la parole? Ça dépend de la suite, mais je voulais aussi parler de quelques autres solutions plutôt que du salaire Alors, vas-y. minimum, parce que, Vas-y. juste peut-être une dernière phrase sur le salaire minimum, il ne faut pas oublier que, comme on l'a dit, c'est un droit, ça doit être un droit fondamental, et c'est ce qui se fait dans la plupart des pays industrialisés, donc voilà. Et ensuite, la redevance télé, pour nous, c'est un non absolu, parce que ce serait démonter le service public. Puis il y a beaucoup d'autres solutions qui sont beaucoup plus intéressantes. Et par exemple, Monsieur Prix, Stéphane Meyerland, il dit on peut bloquer les prix, c'est une des solutions dont on parle très peu. C'est-à-dire on bloque le prix des transports publics pour les 10 prochaines années, en attendant de trouver des solutions qui sont durables. On bloque le prix des assurances maladie, c'est-à-dire qu'on garantit que pour les 10 prochaines années, on n'a plus qu'une seule augmentation des primes. Et ça, c'est des mesures qui seraient très efficaces et qui soulageraient les populations directement. Comment on finance tout ça? Mais c'est la Confédération. Enfin, je veux dire, Donc c'est nous, in fine, c'est nous. oui, c'est bien. Le budget Ouais. fédéral, on décide de l'orienter comme on veut. Et puis finalement, si on donne plus d'un côté, on donne moins de l'autre côté. Enfin, c'est qui on est né au Parlement qui décide de. On donnerait moins où? Parce que tu dis donner plus partout, mais j'ai pas entendu à l'endroit où tu te donnais moins. J'ai envie de savoir. donner plus partout. Bah, tu dis qu'on bloque Par exemple, l'augmentation des prix. on bloque les prix tout ça. maladie. Où est-ce qu'après, comment on Comme sur les réserves des assurants maladie qui ont des réserves beaucoup trop élevées, c'est déjà la première étape. Par plusieurs centaines de millions. Donc là, on toucherait même pas au budget de la Ça fait Confédération. pas le débat des primes d'assurance maladie parce qu'on va pas s'en sortir, mais je note notamment les transports publics. Moi, j'ai animé un débat dernièrement avec Stéphane Meyerans. Lui, il voulait le transport public à 0 francs. Il se trouve qu'il y a juste un petit problème en Suisse, c'est que la Constitution ne le permet pas. Donc il y a un article 42A de la Constitution suisse qui dit qu'il faut un prix convenable, hein, et abordable pour les gens. Voilà. Donc c'est jamais très très simple dans ce pays. Nolan, peut-être une solution qui n'a encore pas été donnée autour de la table pour nous redonner un petit peu de pouvoir d'achat. Alors moi je pense que plutôt que d'aller taper sur l'économie avec des mesures comme on en avait eu jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut aussi que l'État il puisse peut-être assumer son rôle. Hein. C'est pas dans le sens de il faut qu'il finance absolument tout et puis finalement ça se répercute par des augmentations d'impôts, mais par exemple il y a une initiative qui a été déposée au Parlement national donc pour diminuer la taxe sur les carburants, typiquement du centre. Ce genre de mesures, sachant que l'essence, la consommation d'énergie en général, si on prend l'électricité et d'autres aspects, c'est ce qui nous frappe le plus violemment depuis assez. Et ce qui continuera certainement de nous frapper, agir sur ces points-là, peut-être avec l'État qui joue un rôle de coussin de sécurité, ça peut aider, ça je pense. On a déjà pas mal de solutions, hein, les salaires minimums, plafonner le montant pour nos primes, les transports publics, la taxe carburant. Oui, on va continuer le tour de table. Ah. Vas-y. Il y a aussi par rapport à l'électricité. Oui. Pour le moment, on importe à l'étranger parce qu'on a voulu arrêter les centrales nucléaires. Donc il y a aussi ça comme coût. On a bien vu que depuis 2 ans, notre facture d'électricité, elle monte. Elle explose, ouais. Et puis on n'a pas vraiment des solutions. Donc le nucléaire, pour nous, ce serait bon marché. C'est une énergie régulière aussi comparée à l'éolien ou au solaire parce que ça fonctionne aussi avec le temps. Et on n'oublie pas que le marché de l'électricité est lié à l'Europe. Nathan et Raphaël, pour vos solutions. Oui, Nathan. alors également, on a parlé de nucléaire, mais je pense qu'on n'ira pas sur ce sujet, mais j'ai vraiment envie de parler de l'avis des Verts libéraux, parce que ça diffère énormément de cette droite qu'on considérait de droite. C'est que nous sommes le seul parti qui a quand même une certaine conscience, mais qui est contre le nucléaire, bien évidemment. Oui, il y a d'autres partis qui sont contre. Non, la droite. Moi, c'est notre ami Émile, sans pour les centrales. Non, de la droite, si je peux dire. Ok, pardon. C'est là où on peut se détacher et on peut comprendre un peu notre différence. Également. Mais donc oui, ça serait également dans cette ambition de certes vouloir essayer de donner un peu plus de pouvoir d'achat, mais peut-être de commencer à réellement repenser notre manière de penser l'énergie
a été dit, j'ai déjà parlé là-dessus, mais donc ça serait déjà d'investir dans notre futur, parce qu'on sait très bien que si on fait des interventions maintenant, on n'arrivera pas à régler le problème tout de suite. Donc ça serait investir dans notre futur pour que dans le futur, on aura un meilleur pouvoir d'achat. Ok. J'avoue qu'à 21h33, j'étais un peu perdu là, mais investir dans notre futur précis, un petit peu. Donc ça serait en fait d'arrêter d'essayer de toujours vouloir régler le problème tout de suite, mais d'investir Ok. À 10 ou à 20 ans. Je comprends. Faire plus large. Raphaël, Alors, mesure. je vais vite fait rebondir. Il a dit que les Verts libéraux avaient une certaine conscience et donc étaient contre le nucléaire. Nous, chez les jeunes libéraux radicaux, on a un certain pragmatisme, c'est pour ça qu'on est pour le nucléaire. Mais malheureusement, pendant 15 ans, c'est 15 ans à peu près le temps de construire une centrale, pendant ces 15 ans, il faudra évidemment rénover les centrales qui ne tournent plus actuellement et évidemment utiliser des solutions plurielles telles que le photovoltaïque, le solaire évidemment et l'éolien. Et si je peux mettre une chose en plus pour le pouvoir d'achat, pour augmenter le pouvoir d'achat, ça serait pouvoir permettre aux couples mariés d'être imposés de façon individuelle ou à deux, ça dépend, c'est eux qui décideront de façon libre s'ils préfèrent être imposés de façon individuelle ou pas, et regarder quelle est la meilleure solution au niveau financier pour eux. Ok. Donc autant de solutions et d'idées que de parties représentées autour de la table. On a encore une petite dizaine de minutes. Est-ce qu'on parle des gros revenus, taxer les gros revenus, ça vous va, ou vous préférez parler de l'ABS, 13e rente, vous avez le choix. Mettez-vous d'accord, on a encore le temps d'un débat. Les revenus en Ah, tant que socialiste. Si on peut Oui, s'attaquer. Moi, j'aimerais déjà faire une remarque, c'est que taxer plus fortement les plus riches pour redistribuer. Donc on part sur les gros revenus, vous êtes d'accord? Oui. On y va. Allons-y, c'est parti. Ça n'a pas de sens parce qu'il y a déjà le système d'imposition. Donc, ça veut dire que c'est pas juste. Imaginez le jeune entrepreneur qui construit son entreprise, qui réussit dans la vie, qui travaille dur, et que et que l'État, après, il va lui prendre beaucoup plus d'argent. Donc ça va pas, parce que le jeune entrepreneur qui construit, qui réussit, il va faire plus tard des investissements dans la collectivité. Donc ça, c'est important qu'il faut lui laisser, parce que des jeunes entrepreneurs comme ça, on en a besoin. Ceux qui investissent dans la commune, dans leur canton, c'est important. Donc je pense que ça n'a pas de sens. C'est vrai que cet argent, il est réinvesti dans la communauté, dans l'économie. Émile, toi, tu lui prends tout à ce jeune entrepreneur. Ah oui, 100% on voit bien que le pouvoir d'achat est en pleine diminution. Mais pour un peu de statistiques, j'habite à Neuchâtel, juste à côté de l'OFS. Donc, les très hauts revenus, ils ont augmenté de 51% depuis 20 ans. La productivité de 32% et les bas revenus de 19%. Il y a un réel problème. Les riches s'enrichissent toujours plus, Et les pauvres aussi, de 19%. mais la productivité... Toi, tu l'avais déjà sorti. Oui, on est d'accord. Mais les prix maladie, elles ont augmenté de 134%, alors que ça a seulement augmenté de 19%. Ça a augmenté, mais tout le reste a augmenté de manière beaucoup plus élevée. Mais quoi? Ça veut dire que via l'impôt, on prend aux riches pour donner aux plus pauvres. Je pense qu'à un moment, on devra se poser une réelle question. Avec le risque, que les plus riches C'est le très pays, insultant. Je trouve que c'est et qu'ils n'investissent plus dans l'économie. Je trouve ça insultant pour la Suisse. Parce qu'à part être un paradis fiscal, on a d'autres choses à proposer. C'est même une étude de la Raiffeisen c'est une étude de la Raiffeisen qui sortait que les Suisses sont pas que là pour le pouvoir, pour les paradis fiscaux, mais c'est qu'il y a aussi une réelle qualité de vie. Et donc, je trouve insultant pour le pays. Alors on fait quoi? On prélève plus dans la poche des patrons et des plus riches. Pas des patrons. On s'attaque pas aux patrons. On s'attaque aux ultra riches, à ceux qui ont une quantité de richesse inestimable. Le 1% des plus riches de Suisse possède 44% de la fortune. C'est pas normal. Je pense pas qu'ils ont travaillé comme 44% du reste de la population. C'est complètement anormal comme constat. Donc tu prélèves dans la poche de Federer, lui, pour la beauté de nos paysages, il va rester ici. On va pas aller à Monaco, par exemple. Federer, je pense pas que c'est la bonne idée de s'attaquer à lui. Ah, lui, non, oui. Bon, je pense que c'est une bonne idée. Non, c'est une plaisanterie. Évidemment. Oui, il ne faut pas avoir peur de ça. Ceux qui créent la richesse, c'est ceux qui travaillent. C'est pas ceux qui investissent en bourse.
Ok. On ne parle pas d'investissement en bourse, on parle d'investissement dans la collectivité. Là, en fait, ce que tu me dis, en fait, c'est que oui, ils possèdent de la fortune. Mais de la fortune, c'est quoi? C'est justement des actions. Les actions, c'est le capital de l'entreprise. S'il n'y a personne qui investit dans une entreprise, l'entreprise, elle coule. Ensuite, il faut savoir que la Suisse, c'est le pays qui est le plus innovateur du monde. On a vraiment cette chance. Et c'est grâce justement aux investissements ce que tu appelles des ultra riches. Et c'est grâce à leurs investissements qu'on est le pays le plus innovateur du monde. Et le problème de la redistribution à tout va, c'est la bureaucratie. Il faut bien se dire que déjà, une entreprise, elle paye des impôts, et sur ces impôts payés, elle va reverser des salaires, qui eux aussi vont être imposés, et ça fait une masse d'argent qui arrive du coup à l'État, et l'État doit gérer cette masse d'argent, doit engager des gens, les payer, pour pouvoir gérer cette masse d'argent et redistribuer. Et s'il y en a plus, du coup, ça fait de plus en plus de fonctionnaires, donc au final, plus besoin d'argent à l'État. Au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Une doctrine libérale au niveau économique, c'est ce qu'on a toujours eu en Suisse, et ce qui fait que la Suisse, c'est une place forte en termes d'économie sur toute la planète. Et même comme tu l'as dit, quand les riches augmentent, les riches s'enrichissent, et donc leur fortune va de même, et leurs investissements dans les entreprises vont de même, et les pauvres s'enrichissent à hauteur d'à peu près 20%. Mais ça se voit, le pouvoir d'achat est en pleine diminution. Comment tu peux faire ce constat comme je l'ai dit, le pouvoir d'achat, il est en diminution, les gens ils ont de la peine à finir leur mois. Comment tu peux dire oui, le marché marche, non? Je ne dis pas que le marché fonctionne. Ce que je dis, c'est que, après, je déjà dit que l'inflation n'avait aucune corrélation avec les politiques forcément qu'on applique en Suisse. Ça a des corrélations extérieures aussi. Donc oui, certainement qu'il y a un pouvoir d'achat qui diminue. Et c'est pour ça qu'on propose, notamment au niveau, de baisser des taxes, au niveau de l'électricité, on a des mesures, au niveau des assurances maladie, on a des mesures, mais c'est pas sur ça qu'on a décidé de faire le débat. Voilà. Je tiens quand même à dire que c'est à cause de la ligne libérale que justement on a ces inégalités de richesse qu'on fait que d'exploser. Et puis il a volé ma statistique que 1% les plus riches possèdent 44% de la fortune. Et on voit aussi que la théorie du ruissellement, donc cette idée que les ultra riches vont réinvestir dans l'économie, c'est pas vrai. Ils investissent surtout pour des fonds privés et pour s'enrichir eux-mêmes toujours plus, donc ça ne marche pas non plus. Mais la fortune, c'est quoi la fortune? La fortune, c'est la fortune privée des gens. La fortune privée, ça va être des actions. Bon, ça peut être leur maison. Ça peut être des yachts. Ça peut être des oui, ça peut être dans ce cas, ça investit. etc. Il n'y a aucun investissement qui est fait pour le service public et la société. Donc si on veut vraiment des investissements durables dans la société, il faut qu'on rende l'impôt. Par exemple, une meilleure solution, c'est de rendre l'impôt encore plus progressif pour que les très très hauts revenus contribuent encore plus à la société, pour qu'on puisse investir dans le service public, pour les infrastructures publiques. Et puis, même si on venait à supprimer les forfaits fiscaux pour les riches étrangers qui vivent en Suisse, il y a des études qui ont montré, ça pas forcément, il y en a peut-être un ou deux ultra riches qui, oui, vont partir parce que voilà, ils ont un intérêt d'aller ailleurs, mais la qualité de vie en Suisse est tellement élevée que ces gens restent, même s'ils veulent plus d'impôts. Je pense que cette idée de... Alors, ce sera peut-être une autre approche que ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, mais cette idée de taxer toujours plus à des fins de redistribution, à mon avis, c'est pas la bonne idée. Il faudrait, sans aller taxer plus, peut-être allouer aussi mieux les moyens que l'État a à disposition ou que les privés ont à disposition, permettre aux gens, typiquement, je trouve ça fascinant en Suisse. Moi, personnellement, j'ai commencé ma carrière professionnelle comme employé de commerce. J'ai pu ensuite faire une passerelle pour aller à l'Uni et terminer l'Uni. C'est cette formation, la formation continue, pouvoir améliorer ses compétences, devenir plus compétitif aussi sur le marché du travail, avoir de meilleures opportunités et permettre aux gens de mieux s'en sortir sans que l'État vienne redistribuer des fonds qu'il aurait pris à droite, à gauche, par telle ou telle loi qui ferait augmenter les impôts. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer, et ça, on a toujours été très fort en Suisse sur ce point-là, sur la flexibilité de la formation, la possibilité de s'améliorer personnellement, professionnellement, et puis je pense que si on mise là-dessus, c'est de toute façon bénéfique aussi à l'économie suisse, sans forcément s'attaquer aux riches ou à d'autres catégories de population. Nathan, c'est le mot de la fin.
Oui, alors je peux peut-être donner le mot de la fin, mais ça ne sera certainement pas le dernier, parce que je ne suis certainement pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais je veux dire que, certes, il y a les inégalités sociales qui sont là, mais de manière relativement, la Suisse va bien, et on l'a vu sur différentes initiatives pour les socialistes, qu'ils ont été refusés, en tout cas sur l'initiative sur les 9%, ont été refusés par le peuple. Donc en tout cas, le peuple est d'accord avec nous que tout va relativement bien, et qu'en tout cas, ce n'est pas la bonne manière. Et il faut essayer de faire quelque chose d'autre. Et ensemble, ça va bien. On a des écarts de fortune plus élevés qu'aux États-Unis. Et c'est allé bien, mais c'est en train d'aller vers le moins bien. Et ça va bien parce qu'on a exploité la moitié des ressources de tout le monde. C'est pour ça que ça va bien. Mais on va arriver dans des temps de récession. Exploiter la moitié des ressources de tout le monde, je peux tout et rien dire. J'aimerais bien savoir ce que tu entends. Alors, on s'est enrichi, notamment, on s'est enrichi en allant avec nos multinationales, en prenant des... Je veux bien formuler cette phrase pour ne pas dire n'importe quoi, mais ce qui a fait la richesse de la Suisse, c'est quoi? Ce qui a fait la richesse de la Suisse, c'est son économie libérale. C'est son économie libérale. Elle a une économie qui est excellente. On a eu Enfin, moi, c'est une question qui, pour moi, c'est mon sens. La question, ça me paraît tellement évident que la Suisse, C'est pas quand on a profité de la colonisation de tous les autres pays européens pour s'enrichir. de la colonisation de tous les autres pays Pays européens. C'est pas comme ça que l'Europe est devenue autant riche, la Suisse est devenue autant riche. Là, Mais on doit revenir au bas. non, mais là, c'est un débat lunaire. Pourquoi? C'est un débat lunaire. On a profité de la colonisation des autres pays européens pour s'enrichir. Le moment où la Suisse, Visite Neuchâtel et tu verras bien. le moment où la Suisse commence à devenir une place forte économique, c'est après la Seconde Guerre mondiale. C'est pas pendant les moments de colonisation qui ont eu lieu à la Première Guerre mondiale. Aucun Suisse n'a été colon. Tu peux. Mais va visiter la ville de Neuchâtel avec sa place Curie. Qui était colon dans la salle? Il me semblait bien. Je crois qu'on est parti un peu là, au niveau philosophique. Peut-être qu'on ne va pas tellement poursuivre dans cette on va rester sur. Oui, vas-y, Sheldon, excuse-moi. Donc, par contre, quand tu dis que le succès de la Suisse est dû au libéralisme, il y a peut-être ce libéralisme dans l'entrepreneuriat, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même, malgré tout, un état social qui est assez fort en Suisse, et c'est ça qui fait qu'on a pu limiter les inégalités de richesse ces dernières années. Mais malgré tout, elles augmentent fortement parce que la droite au Parlement a fait que de voter des projets qui ont réduit les prestations sociales sur ces dernières années. Et puis je pense qu'il faut vraiment se poser la question à l'avenir de la cohésion sociale, parce que plus les inégalités augmentent, plus la cohésion sociale est menacée, et ça pose plein de problèmes dans le pays, donc il faut s'attaquer à cela. En termes d'imposition, en Suisse, on est dans des pays qui imposent le moins, malgré qu'on n'est pas le pays qui est le meilleur revenu, c'est le Luxembourg. Mais comme on impose moins, ça fait que on est quand même un des pays, un des pays les plus forts économiquement, et ce qui est tout à notre honneur. On arrive gentiment au bout. J'ai 10 moins le cas. S'il y a des questions, réfléchissez-y. Je vais juste faire un dernier exercice. En tout cas, moi, je me réjouis de vous rencontrer dans 8 ou 12 ans au Palais fédéral. Ça annonce de très beaux débats. On pourra faire ça bien. Je trouve qu'encore une fois, le niveau il est très haut et je vous en félicite. Dernier tour de table. Vous avez 10 secondes chacun, 5 secondes, même si c'est un exercice que détestent les politiciens. J'ai quelques noms, mais je ne les donnerai pas. Certains sont incapables de parler moins de 3 minutes. Donc vous avez 5 secondes. Je vous pose quand même ma question sur la 13e rente AVS, parce que voilà, on ne fait pas le débat, mais pour ou contre, c'est facile, oui, non. Émile, 13e rente AVS pour les retraités. 100% plus. Sheldon, 100% plus. Nolan, Alors, je vais devoir parler un peu plus longtemps. Moi, je ne suis pas pour la 13e rente, je suis pour une augmentation, des 15, 4 une augmentation des rentes, enfin des mensuelles, je dirais plutôt du montant, mais on n'a pas forcément besoin d'en faire une 13e rente. Ça peut être une augmentation générale répartie sur l'année. Et tu es resté dans les bases. Maintenant. Bien sûr, contre, mais c'est toujours la question comment la financer. Parce qu'on voit que notre AVS ne marche pas et on n'arrête pas d'essayer de la financer, mais là ça ne marche pas. Raphaël, 10 secondes. 13e rente ABS, non, mais par contre, déplafonner les 150% des couples mariés, absolument. Ok, Gwendoline, le mot de la fin, il est pour toi. Non, je suis contre. Voilà. L'AVS, elle a déjà des grosses difficultés financières et proposer d'augmenter les rentes, ce serait de l'électoralisme. Voilà, on est à droite et on est pour, à gauche et au centre, on a d'autres solutions. On vous applaudit, bravo.
Moi, j'ai une question pour enfin, je devrais dire camarades de gauche. Vous voulez investir davantage dans les services publics, mais pourquoi pas aussi penser au fait que le service public coûte une blinde? Les fonctionnaires de la Confédération, c'est le pont Afrique. En 10 ans, le budget a augmenté de 2 milliards. On parle de 7 milliards. Et il faut savoir qu'un fonctionnaire de la Confédération, on l'appelle à 16h55, il ne va pas te répondre. Un vendredi, et pour avoir été 6 mois dans une entité fédérale, je peux vous dire qu'il y a une chose lunaire qui s'est passée. Ils ont tellement de budget qu'ils se sont dit, on ne va pas utiliser le papier toilette que la Confédération nous offre, mais on va en acheter un autre, bien sûr aux frais du contribuable, parce qu'il est plus délicat. Donc, je tiens quand même à vous expliquer que ce ne serait pas plus judicieux finalement de couper dans des taxes et de limiter le budget de la Confédération, comme par exemple la taxe l'essence. 1 litre d'essence, c'est 50% de taxes. Ça génère 7 milliards par année. Si on baisse un peu les budgets de la Confédération qui sont astronomiques et qu'on limite dans les taxes, ça n'augmenterait pas le pouvoir d'achat de tout un chacun? Non, déjà, le budget de la Confédération, il va très bien, je pense. Le budget pour les services publics, parce que c'est ce qui maintient la Suisse en vie. Et puis, je veux dire, l'armée a aussi beaucoup d'argent, et puis j'ai de la nourriture par les fenêtres parce qu'ils ne savent pas quoi faire de l'argent. Donc, au final, on peut très bien dire la même chose pour l'armée. Il y a tellement de milliards, il y a des sureffectifs dans l'armée, donc on peut très bien diminuer déjà le budget de ce côté-là plutôt que dans le service public. Par rapport à tout le budget, l'armée, c'est tout petit. J'ai plus le pourcentage en tête, mais c'est 5% ou 2%. Mais c'est 2%. Tu as dit que c'était 7 milliards les fonctionnaires. Oui. Et on est dans le même ordre de grandeur. Un État trop gros, trop gras. On entend aussi beaucoup ces débats au Parlement cantonal, ça vient du PLR en général, l'État est trop gras, il faut moins de profs, il faut moins de fonctionnaires. En tant que futur prof, je trouve que le salaire que je vais avoir, il est assez indécent. Je vais pas m'en plaindre, mais honnêtement, on a des salaires qui sont très confortables. Et puis, effectivement, l'État, les fonctionnaires d'État touchent bien. Et c'est peut-être pas pour le mieux. Ok, ouais, écoute, c'est un futur prof. Je n'ai pas vraiment vu dans le débat la cause primaire de l'inflation, qui est l'explosion des coûts de l'énergie. Il faut savoir que on a depuis 2 ans avec le coût d'énergie qui a plus que doublé, par exemple pour le gaz, et le fait que le prix d'énergie double, mathématiquement tout augmente. Par la suite, le prix des transports augmente, le coût de production augmente, etc. Et j'aurais une question, par exemple, pour la gauche. C'est bien beau de dire Yaka, faut que augmenter le pouvoir d'achat, mais vous ne faites que vous opposer aux centrales nucléaires, aux énergies fossiles, vous êtes contre les panneaux solaires alpins, et par exemple vous mettez aussi des bâtons dans les roues pour construire des barrages et des infrastructures hydrauliques. Alors non, il faut un peu se décider, puis si on veut prioriser le pouvoir d'achat, il faut une énergie plus abondante, c'est mathématique, plus il y a une énergie abondante, plus le prix diminuera. On a autre paiement interdit? Décroissance. Et puis j'ai quand même envie de dire que le nucléaire, déjà, c'est dans la Constitution qu'on a décidé d'en sortir, donc on là-dessus. Et puis ensuite, la principale augmentation des prix d'énergie, c'est à cause du marché libéral. Il y a énormément de spéculation derrière l'énergie, dans le marché de l'énergie. Et la troisième raison pourquoi les prix ont explosé, c'est parce que la droite, elle fait que de bloquer des projets d'installation solaire sur le bâti existant, déjà en priorité. Et puis en général, on n'investit clairement pas assez dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est parce que la droite bloque tout le Parlement. Donc au final, il faut décider aussi, est-ce qu'on va investir massivement dans les énergies renouvelables pour faire baisser les prix de l'énergie ou pas? J'ai une initiative d'ailleurs pour ça, si vous voulez. C'est l'initiative solaire. On n'est plus à France de te répondre. Moi, j'ai une question par rapport à un apprentissage qu'on a vite fait parler, par rapport aux solutions pour revaloriser la formation des apprentis et des métiers qui sont liés, parce que les salaires ont très peu augmenté pour les apprentis, que ce soit en première année comme en quatrième année. Donc, on peut savoir un peu les solutions que vous avez pour revaloriser cette branche importante de la formation suisse. Alors, pour revaloriser... C'est une bonne donne. Non, vas-y. Déjà, il faut revaloriser aussi. Bon, il y a Your Challenge, le salon des métiers, mais on pourrait faire un peu plus.
Se dire que les entreprises ou les corps métiers pourraient venir dans les écoles, pour montrer aux jeunes ce que c'est, et puis les intéresser surtout. Il faut déjà faire en sorte qu'ils puissent avoir un allègement fiscal pour toutes les entreprises qui engagent des apprentis. Ça, c'est quelque chose qui, pour les apprentissages, les entreprises voudront beaucoup plus engager des apprentis. Donc là, c'est déjà une revalorisation qui est quand même, je pense, très intéressante. Moi, j'ai une question concernant le salaire minimal. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si on met un salaire minimum, finalement, tous les autres salaires vont aussi augmenter? Parce que comme il l'a dit, il ne voudrait pas faire 7 ans d'études et gagner la même chose que quelqu'un qui en fait que 4. Et donc, tous les salaires vont augmenter et que finalement, le problème se déplace. Et que ce n'est pas une solution, parce que l'inflation continuera. C'est pas que quelqu'un qui en fait que 4. Parce qu'un agent de sécurité, il serait touché par ça et il fait zéro été. 0 année. Mais dans le sens, finalement, vous mettez un salaire minimal, donc tous les salaires vont augmenter et la solution que vous voulez apporter ne sera jamais amenée parce que tout aura augmenté et le problème sera juste déplacé et nos salaires seront encore plus élevés qu'avant. C'est tout. Bon, on devrait dans un premier temps se réjouir d'une augmentation de salaire. Et mais tous les prix augmenteront en conséquence. Mais je ne suis pas sûr de ton constat. Déjà, je ne suis pas sûr que tous les salaires vont augmenter en conséquence. Mais pour moi, c'est aussi une hypothèse. Enfin, déjà, le but d'un salaire minimum, c'est juste d'éviter que vraiment les personnes qui sont en dessous vivent dans la précarité. Donc, c'est vraiment garantir le minimum vital. Et puis, je crois que vous n'avez pas compris la question. Mais après, ça ne va pas faire augmenter. Il est pour l'indexer. Il est pour qu'il soit indexé sur le coût de la vie. Le salaire minimum. Donc, ça réglerait ce problème. Vu qu'il est indexé, ça réglerait ce problème. Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation. Donc, si ça augmente, le salaire minimum augmente en conséquence et donc on reste à un niveau de vie plus élevé. Oui, mais les salaires plus élevés augmenteront aussi, donc les prix des aliments. Salaire, ça se sent déjà. Justement, ça sera un qui sera augmenté. Oui. Et donc, les plus pauvres qui gagneront le salaire minimal resteront les plus pauvres. Mais justement pas. Vu qu'actuellement, le salaire minimum, il n'y a pas de salaire minimum et il n'est pas indexé. Donc, si on l'indexe, on évite justement ce problème. C'est le point 2. Le salaire minimum ne fera qu'augmenter avec l'inflation et il faudra tout le temps augmenter les taxes. Donc, de toute façon, les taxes, au bout d'un moment, il y en aura tellement. Voilà. Il faudra tout le temps augmenter les taxes, ça va tout le temps être indexé. Donc au final, c'est pas un salaire minimum à 22 francs et 22 francs de l'heure et 4000 francs par mois, mais c'est un salaire qui est indexé. Mais et donc du coup, s'il y a une augmentation du coût de la vie. Actuellement, il n'y a pas de réponse quand il y a une augmentation du coût de la vie. Ça, c'est un mécanisme qui existe déjà partout. Enfin, oui, non, mais ce qui veut dire que oui, typiquement, j'étais agent de sécurité. À cause de l'inflation, on a eu une augmentation dans les conventions collectives de travail. À cause. Plutôt grâce, vous avez eu l'augmentation. Plutôt à cause de l'inflation. Je trouve que l'inflation, c'est plutôt triste. Mais je disais grâce. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, ça va faire qu'augmenter, mais c'est dénué de sens. Ça va faire qu'augmenter, du coup, les taxes. Actuellement, ils n'augmentent pas ces salaires. Oui. Et là, le problème, c'est qu'actuellement, ils n'augmentent pas alors que tout augmente. Là, au moins, ils augmenteraient. Ils n'ont pas augmenté de 19%, tu avais dit avant. Tu as raison. Je reprends la main, ce qui me semble. Je reprends la main. Et puis Moi, j'ai juste une petite remarque. Vous parlez de ces salaires minimums, vous ne voulez pas de salaire minimum. J'ai lu dans le journal ce matin un chef d'entreprise, je ne savais pas qu'il faisait partie des 200 plus grosses fortunes de Suisse, qui a une entreprise, je connais une employée qui a un CFC, qui travaille dans cette entreprise, qui touche 3 800 francs par mois. Alors, je vous défie tous, si vous êtes seuls à vivre, vous touchez 3 800 francs par mois avec un CFC, hein, avec rien, comme tu dis, de pouvoir vivre. Et ces gens-là, je pense que ça ne leur poserait pas trop de problèmes de donner un salaire minimum. Ils ne veulent pas de convention de travail, collectif de travail, tout le monde n'en veut pas. Et je pense que c'est assez dégradant pour les gens qui gagnent vraiment peu et qui doivent se débrouiller dans la vie, d'entendre
plein de jeunes qui vont avoir des salaires élevés parce que en étant enseignant, en étant avocat, en étant voilà, vous n'aurez pas ce genre de soucis. Mais je trouve que c'est assez difficile pour la population qui touche pas ça d'entendre ça. Pour vous, vous ne voulez même pas accéder à ce genre de choses. Et je pense qu'il n'y a pas de patrons qui gagnent pas ça et qui devraient payer leurs employés. Je pense aux gens vraiment, c'est 8% de la population. Alors, je peux parler en connaissance de cause parce que j'étais agent de sécurité, mais auxiliaire parce que mon patron ne pouvait pas se permettre de m'engager sous contrat, même pas à 50%. Donc, je touchais vraiment peu et je devais vivre avec ça. Et au final, ben... Alors, oui, c'est extrêmement compliqué, mais je comprenais. Non, Et mais, puis, je te parle de la vraie vie. Juste, toi, tu es encore étudiant. non, je Tu sais verras, pas du tout. ça fait une différence quand tu parles. Toi, tu es tout seul, tu n'as plus papa, maman, tu n'as plus tout ça. Tu es juste tout seul, tu dois payer ton appartement, ta voiture, parce que tu as des horaires impossibles, que tu es obligé d'avoir une voiture, que tu dois payer ton assurance maladie, ton logement, toutes tes charges, et que tu ne t'en sors pas. C'est différent. C'est quelqu'un qui a déjà un CFC, qui a plus de 30 ans. Enfin, voilà. quand j'étais agent de sécurité auxiliaire, c'était absolument le cas. Et ben oui, c'est extrêmement compliqué, mais je savais que c'était parce que j'avais un job, où j'avais pas fait d'études pour avoir ce job. Et je me suis dit, bon ben, ok, je vais faire des horaires de fou pour avoir un salaire horrible, mais ça m'a réconforté dans le fait qu'il faut que je fasse des études. Et dans le sens où... Oui, mais dans le sens où... Oui, non, j'ai écouté ce qu'elle a dit. Parce que j'ai effectivement dû vivre du coup avec un salaire qui était misérable. Tu n'as pas d'enfant non plus. C'est ça. J'ai pas d'enfant. Ça, voilà. Mais elle a pas parlé d'enfant. Oui, mais justement, il y a des gens qui touchaient ça, Parce qui ont qu'il y a des des- enfants, etc. Enfin, le problème, il est beaucoup plus complexe. C'est pas parce que toi, quand tu es entrepreneur, tu as réussi comme ça que tout le monde a envie d'avoir le même lifestyle que toi. Mais Faut pas oublier le principe du salaire. je suis pas entrepreneur, j'étais agent de sécurité aussi. C'est c'est un des jobs les moins bien payés en Suisse, je pense. Et tu penses pas qu'il faudrait le remettre? Bah non, parce qu'il n'y a pas forcément d'études derrière, etc. Et puis si on se donne à fond, bah on peut avoir un salaire à peu près décent et vivre avec une famille. Encore une question. Je vais prendre un peu gentiment au bout. Mais oui, moi, c'était pour la réponse par rapport à l'apprentissage. C'était en gros, ça vous donnait je vais paraphraser, donner un petit sucre au patron pour qu'il ait engagé des nouveaux apprentis. Alors ça peut fonctionner dans certains cas, je crois que c'est toi qui as aussi dit le chiffre, qu'il y avait beaucoup d'apprentis qui cherchaient de l'apprentissage. Mais dans le cas du bâtiment, dans le cas des infirmiers, c'est le contraire. Je dis ça par expérience, je suis apprenti dans le bâtiment. Il manque cruellement, que ce soit en Suisse et même en Valais, des apprentis. On ne parle pas non plus des apprentis qui partent en cours d'année parce qu'ils se rendent compte que c'est trop dur, que c'est pas assez bon. Donc je ne pense pas que donner ce petit sucre au patron, c'est ce qui va aider. C'est pas des solutions qui sont concrètes. C'est pas un métier dans le bâtiment où c'est des 9 heures par jour, dans le froid, dans des grandes chaleurs, et qu'à la fin, après 4 ans pour électricien, après 4 ans d'apprentissage, dans une des formations les plus compliquées du bâtiment, je vais toucher, je ne sais pas les chiffres exacts, mais en première année, 4002, 4003, 4003. par la hauteur. Pardon. Donc je ne pense pas que c'est en disant patron, regardez, si on vous donne un peu de sous, si vous prenez des apprentis, c'est une bonne solution. C'est pas des sous, c'est si vous prenez des apprentis, votre déclaration d'impôt, eh ben, quand vous recevrez vos impôts, vous paierez beaucoup moins. Et ça fait en sorte que les patrons vont vouloir prendre des apprentis et ils seront aussi de facto donc un peu plus riches. Donc ils pourront développer, acheter des meilleures technologies, typiquement pour vous directement, acheter des meilleures technologies pour que vous travaillez avec de meilleures technologies. Mais effectivement, quand il y a des problèmes, qu'il y a des trous, comme la pénurie de personnes dans le bâtiment, à ce moment-là, il faut faire faut responsabiliser les gens, faire de la promotion, et à ce moment-là, espérer que les gens s'intéressent à ce genre d'apprentissage. Mais si le patron sait que de toute façon, s'il prend un apprenti, il paiera moins d'impôts, c'est déjà un encouragement pour qu'il en prenne. Et ensuite, comme il paiera moins d'impôts, il aura un peu plus d'argent pour que ce soit plus confortable au niveau de ton travail pour le faire. Et après, ce qui potentiellement attirera plus de monde. Et en plus, avec de la promotion, ça peut fonctionner. Si tu veux rebondir, tu peux. Oui, je pense que c'est... Il n'a pas envie que tu rebondisses, je crois, par contre. Non, mais après, on peut poursuivre la discussion aussi, hein, mais dans l'inverse. Vraiment rebondir. Et après, on a fait 2 heures de débat, là, c'est pas mal. Alors vas-y, fais la dernière relance, et puis après,
on s'arrête là. Donc oui, alors il y a un meilleur recrutement et tout ça. Donc, je pense que c'est surtout pas une question encore une fois des patrons qui n'engagent pas, mais c'est vraiment chez les jeunes qui se rendent très bien compte que maintenant c'est des métiers où ça ne vaut pas la peine de taper 4 ans d'études, 4 ans de formation dans des conditions dégueulasses avec un salaire misérable, et qui sont démotivés de ça. Je pense qu'il y a une valorisation déjà en apprentissage, etc. Et aussi des métiers en question qu'il y a à faire. Et c'est pas en disant ah vous avez moins payé d'impôts des apprentis que la porte de ah c'est cool mon patron va moins payer d'impôts. Non mais quand je dis quand tu dis dans des conditions dégueulasses, si le patron paye moins d'impôts, il pourra justement avec cet argent faire en sorte que tes conditions de travail soient plus agréables. C'est ce que j'ai dit avant. Mais c'est ça le but. On vous applaudit. On vous souhaite le meilleur.